moment où je tourne cette vidéo, on est à un peu plus d'1 an et demi de l'élection présidentielle de 2027. Et pourtant, tout le monde n'a que ça à la bouche. 2027. 2027. 2027. 2027. Faut dire qu'à gauche, plein de questions se posent. Est-ce qu'il faut faire une union ou pas? Si oui, avec qui? Puis, comment est-ce qu'on choisit la personne qui représentera tel ou tel parti? Bref, c'est encore un jeu et bordel. Mais avant de vous parler des différentes configs, je voulais juste vous rappeler, en cette rentrée, prenez une bonne résolution. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'aide beaucoup. Et surtout, sans déconner, ça permet de soutenir mon travail et celui de mon équipe. Donc, abonnez-vous. Alors, pour sélectionner les candidats que je vais vous présenter, je me suis basé sur les derniers sondages comme celui-là. La satisfaction vis-à-vis de l'accession à la présidence de la République selon la proximité partisane. En gros, ici, on demande aux Français s'ils seraient satisfaits si telle ou telle personne devenait président en 2027 et on classe les candidats selon celui qui satisfait le plus de monde. Et ce bout-là a son importance, vous allez voir. Déjà, je rappelle que ça reste une estimation et que les choses peuvent encore beaucoup changer d'ici 2027. Les candidats ne sont pas triés sur leur influence politique ou leur capacité à mobiliser des troupes, mais sur, j'insiste, la satisfaction des personnes interrogées s'ils étaient élus président de la République. C'est-à-dire que cette enquête, elle mesure pas tant leur popularité dans leur camp, mais dans la population générale. Donc, autrement dit, dans ce sondage, celui qui va s'en sortir le mieux à gauche, c'est aussi et surtout celui qui va le moins déplaire à la droite. Vous voyez un peu la limite du truc. Mais donc, dans cette logique, celui qui s'en sort le mieux, pour le moment, s'appelle Raphaël Glucksmann. Who's that Pokémon? On va pas refaire la NUPES, là. Raphaël Glucksmann, c'est le fils d'André Glucksmann, un philosophe néolibéral, et c'est grâce à lui qu'il entre dans la sphère politique au milieu des années 2000. Dans les pas du daron, ça lui arrive de fréquenter et de conseiller un certain Nicolas Sarkozy. C'est à cette époque qu'on va le voir sur quelques plateaux. Glucksmann va écrire quelques essais, et à l'automne 2018, avant les élections européennes, il crée son mouvement Place Publique, il fait alors 6%. Mais en fait, c'est en 2019 qu'il commence vraiment à se faire connaître, surtout auprès des jeunes, grâce à ses posts sur les réseaux sociaux. Si je vous en montre un, ça vous dira sûrement un truc. Ceux qui ont le plus percé sont ceux où Raphaël Glucksmann soutient les Ouïghours, ce peuple à majorité musulmane qui habite en Chine, qui est persécuté et même réduit en esclavage par le régime chinois. J'accuse les dirigeants du Parti communiste chinois du pire crime contre l'humanité du XXIe siècle, la déportation et l'éradication du peuple ouïghour. J'accuse la communauté internationale de consentir à ce crime par son silence et sa passivité. Et en 2024, Raphaël Glucksmann se représente aux élections européennes et c'est là qu'il commence vraiment à être considéré comme une option à gauche parce qu'avec le soutien du Parti socialiste, Glucksmann double son score et obtient cette fois presque 14% des voix. Et pour de vrai, c'est un super score. Le parti de Glucksmann est bon troisième, juste en dessous du parti de Macron qui vient de se viander et surtout l'alliance Place Publique Parti socialiste est bien devant la France insoumise et très loin devant les écolos. Il faut un cap clair. On va pas refaire la NUPES, là. Il y a eu une inversion des rapports de force. Je suis en tête à gauche, donc voilà les conditions. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques mois, il y a un début de hype autour de Glucksmann. Dans les médias, en tout cas, on lui donne des tribunes dans la presse, mais il faut rappeler qu'il y a aussi des zones d'ombre dans le parcours de l'eurodéputé. Il a notamment été conseiller auprès de l'ancien président géorgien, Mikhail Saakashvili, dont il écrivait même certains discours. Alors, Mikhail Saakashvili, ça vous dit peut-être rien, mais en gros, ce président géorgien a mené d'importantes réformes dans son pays pour que la Géorgie se rapproche de l'Union européenne. Ça, why not? Sauf qu'il est aussi accusé d'avoir été très autoritaire, d'avoir restreint la liberté d'expression en Géorgie et d'avoir tout fait pour se maintenir au pouvoir. Alors forcément, avoir travaillé pour lui, ça fait un peu tâche sur le CV. Surtout quand, comme Glucksmann, on se revendique comme un démocrate convaincu. Vous avez travaillé, monsieur Glucksmann, pour le compte de gouvernements étrangers, pas moi. Politiquement, Raphaël Glucksmann est en rupture complète avec la France insoumise. C'est un candidat pro-européen, plutôt libéral. Économiquement, disons-le comme ça, Glucksmann, il fait moins peur qu'un Mélenchon au grand patronat. On le voit moins challenger l'ordre établi. Avons-nous la même vision de la France, de l'Europe et du monde avec la France insoumise? Non. Donc, on a 2 ans pour préparer une élection, et bien il faut que les visions qui sont opposées soient présentées aux électrices et aux électeurs. C'est ça la démocratie. Mais alors, que veut Raphaël Glucksmann pour la France? Eh bien, il a dévoilé en juin 2025 un début de programme dans lequel il explique vouloir une révolution écologique et une augmentation du SMIC à 1 600 € net en 2 ans. Glucksmann veut supprimer la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, mais en même temps, il juge qu'une réforme est nécessaire et veut mettre le travail au centre de son programme. On est devenu une société d'héritiers.
et de rentiers, de plus en plus, et de moins en moins une société de travailleurs. En fait, ce « en même temps » très macronien, ses adversaires à gauche le critiquent, et certains lui ont même trouvé un petit surnom. Nous en avons dit donc que M. Glucksmann était aujourd'hui un autre Macron possible et que nous voulons justement faire une rupture avec la politique qui est menée depuis des années. Un autre Macron possible. Parmi ceux qu'il désigne comme ça, il y a beaucoup de partisans de la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui est l'autre grande option à gauche. Who's that Pokémon? Mais qui allait celle-là? Jean-Luc Mélenchon, on le connaît comme un grand adversaire du Parti socialiste. Et pourtant, c'est là qu'il a commencé en politique. D'abord comme soutien de François Mitterrand, puis même, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais il a été ministre délégué à l'enseignement professionnel entre 2000 et 2002. Ça, c'était dans le gouvernement de Lionel Jospin, un autre socialiste. Mais en 2008, l'année après l'élection présidentielle remportée par Nicolas Sarkozy, Jean-Luc Mélenchon claque la porte du Parti socialiste. Il va créer son propre parti qu'il appelle le Parti de gauche. Au moins, c'est explicite, et il se présente pour la première fois à l'élection présidentielle en 2012. À ce moment-là, il va s'allier avec le Parti communiste, c'est ce qu'on va appeler le Front de gauche. Parce que nous allons faire de cette élection une insurrection civique. Bon, mais finalement, il arrivera que 4e au premier tour de cette élection, et c'est François Hollande qui représentera la gauche au second tour. En fait, c'est qu'après le mandat de Hollande et l'effondrement du PS, que Mélenchon va devenir une vraie alternative pour les électeurs de gauche. À la présidentielle de 2017, il arrive à nouveau 4e, mais attention parce que cette fois-ci, il est le seul candidat de gauche à faire plus de 10% au premier tour. Mélenchon atteint même presque les 20%, loin, très loin devant tous les autres partis. Entre-temps, JLM, comme on l'appelle aussi, a quitté le parti de gauche pour créer la France Insoumise avec son programme L'Avenir en commun. L'Avenir en commun, c'est un programme très détaillé. Dedans, Mélenchon propose de lancer une révolution fiscale avec des impôts hyper progressifs en 14 tranches. Pour info, aujourd'hui, il y en a 5. Mélenchon, il veut aussi la suppression des niches fiscales, la réintroduction et le renforcement de l'impôt sur la fortune, une lutte contre l'évasion fiscale et des réductions d'impôts sur les revenus de moins de 4 000 € par mois. JLM mise beaucoup sur les jeunes. Il promet, entre autres, un revenu universel pour les jeunes détachés du foyer fiscal de leurs parents. Et pour les attirer, ces jeunes, Jean-Luc Mélenchon sait très bien utiliser les réseaux sociaux. Ah oui, je suis tiktoker, puis je suis bien entouré par des super tiktokers. C'est un art. Et au-delà du programme et de la hype de fou ces 10 dernières années autour de l'Insoumis, Mélenchon est très critiqué pour ses méthodes de gestion au sein de son propre mouvement politique. En mai 2025, Charlotte Belaïch, journaliste à Libération, et Olivier Perroux, journaliste au Monde, deux journaux pas particulièrement à droite, pour pas dire de la presse de gauche, publient un livre enquête qui s'appelle La Meute. Le livre plonge dans les coulisses de la France Insoumise et montre un fonctionnement ultra centralisé autour de la personne de Jean-Luc Mélenchon. Il est décrit comme autoritaire et toute dissidence est vécue comme une trahison. Dans ce livre, les deux journalistes révèlent des intimidations, des purges d'opposants politiques et même parfois des cas de harcèlement. Pour un mouvement qui veut défendre l'inclusion et la bienveillance, ça la fout mal. Bon, mais c'est important de dire aussi que les Insoumis parlent d'une enquête à charge avec de nombreuses approximations et contestent même certains faits. Mais enfin, cette enquête fait un tabac. Les auteurs sont invités sur tous les plateaux de télé et évidemment, c'est très mal accueilli par la France Insoumise, vous vous en doutez, à tel point qu'ils ont refusé l'accès à Olivier Perroux à leur université d'été, qui est en gros un événement de rentrée où normalement tous les journalistes peuvent venir. Alors, le fait d'interdire la venue d'un journaliste, ça a été ultra critiqué, y compris à gauche. En fait, le seul parti politique qui avait fait ça jusque-là, c'est le Rassemblement national. Je vous épargne ou pas d'ailleurs l'affaire Quatennens, ce jeune député poulain de Mélenchon, condamné pour violence conjugale. La défense du leader insoumis avait été catastrophique et a décrédibilisé grandement LFI dans les cercles féministes. Mais tout ça n'empêche pas Jean-Luc Mélenchon de vouloir candidater à nouveau pour la présidentielle de 2027. En fait, ce serait la 4e fois que Mélenchon se présente à cette élection et mise sur le fait qu'il augmente son score à chaque fois. Bon, en vrai, pourquoi pas? Mitterrand, ça lui a pris 3 fois avant d'être élu. Surtout qu'il risque d'y avoir plusieurs candidats à droite, ce qui diviserait leurs électeurs et limiterait les chances de passage d'un candidat du centre ou de la droite au second tour. En fait, selon la propre théorie de Jean-Luc Mélenchon, il se retrouverait du coup face à l'extrême droite au second tour de la prochaine élection présidentielle. Et à ce moment-là, il pourrait rassembler un électorat plus large pour faire barrage en ayant notamment un discours moins radical. Et en fait, d'autres à gauche pensent que cette stratégie, cette théorie,
Elle pourrait marcher, mais sans Mélenchon, trop radioactif. Pour cela, il faut parvenir à trouver quelqu'un de moins clivant pour représenter la gauche. Il faut organiser une primaire, préparer une union et offrir aux électeurs une offre nouvelle démélenchonisée. Quelque chose qui passerait un peu mieux dans les médias et qui ferait moins peur aux bourgeois progressistes. C'est un peu ce qui s'est dit le 2 juillet 2025 à Bagneux, quand se sont regroupés ceux qui croient qu'il faut une union plus large et une candidature unique à gauche pour éviter que leurs électeurs se divisent entre plein de candidats. Cette alliance, elle rassemble plusieurs personnalités politiques de la gauche, des anciens insoumis, des socialistes, des écolos, sans qu'on sache exactement qui va la représenter, et la promesse, c'est ça. C'est pas juste pour battre le RN, évidemment que c'est ça qu'on va faire, mais c'est aussi pour gagner nous, pour changer la vie vraiment, pour leur offrir la justice. Dans cette alliance qui s'appelle pour l'instant le Front Populaire, on retrouve notamment François Ruffin. Who's that Pokémon? Vous faites pitié. François Ruffin, c'est un député de la Somme. Il a été élu pour la première fois en 2017 grâce au soutien de la France Insoumise et il est peu à peu devenu une figure incontournable du mouvement avant de rompre avec lui pour créer son propre mouvement, Debout. On a vécu 3 semaines dures parce qu'on a un boulet. Je veux dire, vous regardez, vous l'avez entendu, quoi. C'est Mélenchon, 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 comme obstacle au vote. Ouais, Ruffin, il va pas de main morte et il parle même de la France Insoumise comme d'un parti où les gens ont peur de s'opposer à Mélenchon. François Ruffin, il essaie comme ça de devenir un peu une figure indépendante de la gauche et il a été un des premiers à appeler à l'union au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale en juillet 2024. C'est même lui qui a parlé en premier de Front Populaire d'ailleurs. Et ça marche pas trop mal puisque c'est la 4e personnalité préférée des Français à gauche pour la présidence de la République, derrière Raphaël Glucksmann, et plus surprenant, derrière François Hollande. Mais ça aussi, j'y reviendrai. Bon, une autre personnalité qui est devenue aussi très médiatique au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est Marine Tondelier et son éternelle veste verte. À la tête du parti, les écologistes, elle a beaucoup milité pour l'union de la gauche en 2024, ce qui l'a projeté devant les caméras. Pas juste un rôle de trait d'union, moi je suis pas de la ponctuation. Nous sommes un moteur de l'union, nous voulons gagner et nous allons tout faire tout faire pour que nous puissions gagner. Elle aussi s'est engagée dans cette alliance pour 2027, et si elle est globalement appréciée au sein des écologistes, certains lui reprochent quand même de ne pas réussir à positionner clairement le parti sur d'autres sujets que, justement, la cause écologique. Les écolos ont même perdu une dizaine de sièges aux dernières élections européennes, là où normalement ils font plutôt des bons scores. Dans ce Front Populaire, version 2027, on retrouve aussi la gauche historique, donc le Parti Socialiste, représenté par Olivier Faure. Bon, lui, il fait vraiment pas l'unanimité au sein de son parti. Il a été réélu premier secrétaire de justesse en 2025, et si ça a été si tendu, c'est justement parce que la question de l'union de la gauche, elle est ultra clivante au PS. Les militants sont très divisés sur la question de faire alliance ou non, et surtout de le faire avec le parti dont on ne prononce pas le nom. La France Insoumise. Et toujours dans ce Front Populaire version 2027, on retrouve quelques personnalités politiques isolées. C'est le cas de Clémentine Autain. Bah ouais, elle est isolée, c'est une ancienne insoumise qui a été écartée de la direction du mouvement et qui, du coup, comme Ruffin, s'est cassée pour créer un autre parti, l'Après. Dans cette alliance, on retrouve aussi Lucie Castet. Vous vous souvenez, c'est cette ancienne adhérente du PS, issue de la société civile, et c'est elle qui avait été désignée par le nouveau Front Populaire pour être première ministre suite à la victoire partielle de l'Alliance en 2024. Bref, dans l'Alliance, ils se sont accordés sur le fait d'avoir un candidat commun en 2027. Mais ils n'ont pas encore décidé qui, et surtout, ils n'ont pas encore décidé comment ils vont le choisir. Alors l'ambition ultime, ce serait une union globale, avec un seul candidat pour toute la gauche. Mais bon, c'est quelque chose qui ne fait pas du tout l'unanimité. Certaines figures de gauche sont en désaccord avec la radicalité et les propos de Mélenchon et des Insoumis, quand pour François Ruffin et Marine Tondelier, il faut privilégier une candidature unique à toute la gauche. Olivier Faure, lui, refuse toute potentielle alliance avec la France Insoumise. Bref, en gros, pour l'instant, il y a ces 3 principaux pôles. Place Publique avec Glucksmann, LFI avec Mélenchon et le Front Populaire 2027 avec Ruffin, Tondelier, Faure, Autain et les autres. Mais attention parce qu'il pourrait y avoir d'autres aspirants à l'Élysée en dehors de ce triptyque, dont un qui a déjà goûté, l'ancien président socialiste François Hollande. Who's that Pokémon? Because you can't do what we want to do. Alors certes, Hollande, il a déjà fait gagner la gauche, mais on le tient aussi en grande partie responsable de l'effondrement du Parti socialiste. Si François Hollande n'est pas officiellement candidat pour 2027, il n'exclut pas du tout de se représenter et depuis quelques mois, il semble un peu revenir sur la scène politique. Qui a dit
Je ne suis pas indifférent à 2027. Moi, Bon, lui, il a envie de revenir, mais pas sûr que la gauche ait envie de lui. Et puis, il y a aussi Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. Il était aussi dans le nouveau Front populaire en 2024, mais cette année, il n'a pas participé au rassemblement d'une partie de la gauche, sans vraiment l'exclure non plus. En fait, ce que dit le chef du PCF, c'est que c'est encore trop tôt pour prendre une décision sur l'alliance des communistes avec le reste de la gauche. Bon, donc ça fait beaucoup de potentiels candidats. Et encore, je vous ai parlé que de ceux qui ont le plus de popularité dans les sondages pour le moment. Et ce bordel, il est exacerbé par le fait qu'ils ont tous un parti ou un mouvement politique différent. En fait, depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, on a plutôt tendance à voir des mouvements émerger autour de personnalités politiques plutôt que d'avoir des partis hyper institutionnels, comme c'était le cas avec le Parti socialiste et les Républicains avant. On semble entrer depuis bientôt 10 ans dans une ère des personnalités plus qu'une ère des partis. Et ça, les candidats en ont conscience. D'ailleurs, c'est aussi ce qui fait dire à certains que l'avenir de la gauche, ça pourrait être ce mec. Alors, ce mec, il s'appelle Dominique de Villepin. Et en fait, je vous en parle alors que l'option de Villepin à gauche, elle est complètement absurde. Parce que de Villepin, c'est un homme politique de droite. Il a été au RPR, l'ancien nom du parti Les Républicains, mais surtout, il a été Premier ministre de Jacques Chirac. Donc, pas du tout une figure politique de la gauche. Mais dans les derniers mois, il a un peu fait un retour sur la scène politique et il s'est fait remarquer à gauche sur 2 sujets en particulier, le dérèglement climatique et le conflit israélo-palestinien, autour duquel il a beaucoup alerté sur la situation humanitaire à Gaza. Pour reconstruire les États, il faut un réengagement de la communauté internationale. Et pour réengager la communauté internationale, eh bien, il faut commencer par la justice et par la paix. C'est ça, le principe vertueux. Ça, c'était à la Fête de l'Humain, en septembre 2024, l'année dernière, un festival organisé par le journal d'héritage communiste L'Humanité, où c'est quand même pas commun qu'un homme politique de droite soit applaudi par des militants de gauche. Bon, après, il faut nuancer, parce que pour l'instant, dans les sondages, de Villepin, il dépasse jamais la barre des 5% d'intention de vote. Et c'est vrai que Jean Jaurès se retournerait probablement dans sa tombe de voir un ancien Premier ministre de droite comme une option potentielle pour une partie de l'électorat de gauche. Alors avec tous ces candidats à gauche, on peut se demander comment ils vont faire. D'abord pour gagner assez d'électeurs, pour se qualifier au second tour de la présidentielle de 2027, et ensuite, éventuellement, la remporter, parce que c'est quand même un peu le but. Mais parlons-en des électeurs, parce que je parle des candidats depuis le début, de ces aspirants à la plus haute fonction de l'État. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, les électeurs français? Parce que c'est ça, surtout, la question. Est-ce qu'ils veulent vraiment le retour de la gauche au pouvoir? Historiquement, la gauche, c'est l'opposition au capitalisme et la défense des plus petits revenus, la défense des travailleurs. Parlons-en de ces travailleurs, parce qu'aujourd'hui, l'électorat ouvrier, il a tendance à quitter la gauche pour s'abstenir ou pour se tourner vers un parti à l'opposé du spectre politique, le Rassemblement national. En fait, une enquête Ipsos révèle que pour les élections européennes de 2024, plus de 53% des ouvriers qui ont voté pour le RN. Et si on y ajoute ceux qui ont voté pour Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, on a presque 6 ouvriers sur 10 qui ont voté, qui ont choisi l'extrême droite. Pour vous donner une idée, au 2e tour de la présidentielle de 1981, plus de 7 ouvriers sur 10 avaient voté pour François Mitterrand. Alors attention, vous avez entendu, ici je précise, qui ont voté, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une large partie des électeurs ouvriers choisissent tout simplement, comme beaucoup de Français, l'abstention. Ce qui en dit aussi beaucoup, les partis politiques de gauche ne savent plus convaincre la classe ouvrière. Alors, face à cette désertion électorale, chacun y va un peu de sa petite stratégie. D'abord, il y a ceux qui parlent plutôt au CSP+. En gros, les progressistes diplômés qui vivent plutôt dans les villes. Là, on retrouve clairement Raphaël Glucksmann et Marine Tondelier. Les sujets qu'ils mettent le plus en avant sont le progrès, l'écologie, l'Europe. Certains disent même des préoccupations de gens qui ont le loisir de penser à la fin du monde avant de penser à la fin du mois. Parce que ces 2 candidats, c'est vrai, ils sont moins présents sur les questions de pouvoir d'achat. François Ruffin, lui, sa marque de fabrique, c'est plutôt d'essayer de parler à l'électorat populaire, de récupérer le vote des ouvriers qui se sont tournés vers l'extrême droite, les fâchés pas fachos, comme dirait l'autre. Pour ça, Ruffin, il axe surtout son discours sur le travail et la justice sociale. Les ouvriers de mon coin, les ouvriers de notre pays se comportent bien. Trop bien peut-être. Depuis 40 ans qu'ils s'en prennent des gifles. En fait, cet engagement pour la classe ouvrière, il transparaît pas mal dans son film Merci Patron, où il aide un couple d'ouvriers licenciés du groupe LVMH, mais aussi dans d'autres documentaires où il filme la réalité d'aides-soignantes ou d'employés du tertiaire. D'ailleurs, petite pause culture, Merci Patron, c'est vraiment cool comme documentaire. Ça a même été césarisé, je crois. Franchement, c'est vraiment bien. Je vous invite à le voir si c'est pas déjà fait. Et dans cette chasse aux électeurs,
Jean-Luc Mélenchon, lui, il essaie plutôt de parler à un électorat jeune, très militant, aux minorités, aux Français des quartiers populaires, où il fait d'excellents scores. Bon, mais malgré toutes ces stratégies, faut quand même bien le dire, à l'heure où je tourne cette vidéo, la gauche a l'air encore d'être très loin de pouvoir gagner. En fait, si on cumule les scores de la gauche à la dernière élection présidentielle en 2022, on obtient à peine plus de 30% au premier tour. C'est à peine plus qu'Emmanuel Macron qui, à lui tout seul, faisait quasiment 28%. Et ça pourrait être lié au fait que les partis de gauche restent en fait assez discrets sur des sujets qui sont pourtant cités comme les premières préoccupations des Français. D'après cette enquête Ipsos de juillet 2025, les Français ont à cœur, en premier, le pouvoir d'achat, puis l'avenir du système social. Bon, donc là-dessus, la gauche est très présente. Mais on l'entend moins, la gauche, sur les questions de délinquance et d'immigration, qui arrivent pourtant juste derrière. Des préoccupations portées et largement mises en avant par un système médiatique qui penche de plus en plus à droite, voire à l'extrême droite, perfusé par certains milliardaires qui partagent ces idées et qui ont fait de leurs médias de véritables outils de bataille culturelle. Enfin, je vous en dis pas trop parce que justement, la presse et les milliardaires, c'est le sujet de ma prochaine vidéo. Alors, abonnez-vous. Pourtant, parler de sécurité et d'immigration tout en étant à gauche, c'est pas impossible. Au Danemark ou en Norvège, les gouvernements sont socialistes et ils sont pourtant très fermes sur ces sujets-là. Pour certains, ça participe à leur victoire électorale. Pour d'autres, ça remet clairement en question leur appartenance à la gauche. En fait, dans toute l'Europe et outre-Atlantique, c'est la droite et l'extrême droite qui semblent avoir le vent en poupe. Donald Trump aux États-Unis, Giorgia Meloni en Italie, Karol Nawrocki en Pologne. Bref, le conservatisme et le libéralisme économique semblent bien plus porteurs électoralement en ce moment que l'égalitarisme ou l'humanisme. Dans ce contexte, les divisions de la gauche française sont une bénédiction pour l'extrême droite qui, elle, avance pour l'instant en ordre de bataille autour d'un seul grand parti, le RN. La droite et le centre, eux, ont déjà choisi leur stratégie et commencent à construire un barrage contre les insoumis qu'ils estiment être sortis de l'arc républicain. Est-ce que la droite de Retailleau ira jusqu'à faire une alliance avec le RN pour contrer la gauche ? Au-delà de ça, ça pose aussi la question des primaires avant l'élection présidentielle. Est-ce qu'il faut une primaire transpartisane pour la gauche? Une primaire qui dépasserait la logique de parti. Mais en même temps, est-ce qu'une primaire, ça serait pas juste une nouvelle machine à diviser? Bah ça, on le saura probablement dans les prochains mois. En attendant, il y a déjà les élections municipales en 2026, c'est bientôt, qui vont être intéressantes à regarder, parce que c'est à ce moment-là que certains partis de gauche vont devoir choisir de faire alliance ou pas, et ça pourrait peut-être déjà donner une indication sur ce qui va se passer en 2027. Affaire à suivre. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et celui de mon équipe. D'ailleurs, maintenant, petite info, vous pouvez aussi retrouver mes vidéos en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, vous avez qu'à taper Gaspard G, c'est hyper facile. Et puis pour donner de la force, je vous demande simplement de pouvoir vous abonner, si ça vous plaît, vraiment, mais ça permet vraiment de faire remonter le podcast dans l'algo. Et au quotidien, je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram parce que désormais, je décrypte des actus chaque semaine avec des petites vidéos. Voilà, allez découvrir ça si vous n'êtes pas encore abonné. Puis pour ceux qui l'ont pas vu, je viens de sortir un documentaire où je suis parti au Canada pendant plusieurs semaines, enquêter sur l'ethnocide qui a mené le pays pourtant à la réputation très progressiste. Allez voir ça, je pense vraiment que ça peut vous plaire.